pleuvait, on était au bar tous les deux, puis on se disait mais c'est possible de cracher une boîte après 3 mois quoi. Nous on a décidé d'ouvrir, on s'est dit on verra bien comment ça se passe après. Et puis là c'est un peu violent. C'est comme un as dans un jeu de cartes quoi d'être français en Norvège. Rien. Et en plus elle était belle celle-là. Bah, moi, encore une fois, ça revient de loin, ça. Hein. C'est parce que quand je faisais ça avec ma grand-mère, j'avais remarqué qu'en fait, ça permettait de réunir les gens. Embarquement immédiat avec Quentin Couder. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 to New York City, please proceed to the boarding gate B. Bonjour à tous, je suis Charles Briet et vous écoutez le podcast Embarquement immédiat, saison 1. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir rejoint notre aventure en embarquement immédiat. Un projet un peu fou de partir chaque semaine dans un pays du monde à la rencontre de ceux, entrepreneurs, sportifs, artistes, qui ont décidé de faire de leur passion, de leur rêve ou de leur vision un objectif de vie. Nous avons pour défi en 2020 de réunir 100 invités sur plus de 20 pays. Tous ont un point commun, que ce soit des personnalités reconnues ou des entrepreneurs, faire de leur passion le moteur de leur vie. Avec Embarquement immédiat, nous sommes partis cette fois en Norvège, à Oslo plus précisément, où nous avons retrouvé Quentin Couder au milieu de son restaurant français, l'Ardoise. Il nous explique comment on vit et comment on fait son trou en Norvège, le pays en tête du classement des peuples les plus heureux du monde, l'un des plus riches, mais aussi le plus en avance socialement et sans doute le plus éco-responsable. Il nous décrit sa passion pour la pâtisserie et on parle de ses inspirations et des difficultés que tout entrepreneur rencontre, des difficultés peut-être encore plus aiguës dans un pays étranger. Embarquement immédiat avec Quentin Couder. Nous sommes au milieu du restaurant de Quentin, ce qui explique les conditions du live de cet enregistrement. Nous vous prions de nous excuser par avance des éventuels bruits de fourchette, de bruits de couteau des clients. Nous allons partager notre déjeuner en déroulant le parcours entrepreneurial de Quentin. Bonjour Quentin, merci de nous recevoir ce midi à l'Ardoise. Bonjour, avec plaisir, c'est un plaisir de vous accueillir. Ah, ça y est, nous sommes bien installés dans la bibliothèque du restaurant. Avant de nous expliquer le concept de l'Ardoise, le seul restaurant pâtisserie français d'Oslo, Quentin, peux-tu nous dire qui tu es et quel a été ton parcours de formation en France ? Donc moi je m'appelle Quentin, j'ai 33 ans, je suis français, je suis né à Angers dans les pays de la Loire. J'ai fait l'école hôtelière tout simplement quand j'avais 15 ans, parce que depuis très jeune j'avais envie d'être dans la restauration, en particulier la cuisine. Ça a commencé comme ça, avec la grand-mère qui cuisinait, ma mère qui cuisinait, et puis moi j'y ai pas échappé. Donc parti en formation comme ça à 15 ans, 5 ans d'études en internat, il y avait une école professionnelle à Saumur. Donc si je te coupe, tu dis que ta famille était tous cuisiniers, je pense que c'est pas de métier, mais il y avait un rapport particulier à la nourriture dans la famille, c'est la partie italienne de chez moi. Ils étaient entrepreneurs ou ils avaient déjà des restaurants ou Pas du tout. Non, pas du tout. T'es le premier entrepreneur de la famille ? Ouais. Okay, bon, tu vas nous raconter ce parcours. Ouais. Et puis du coup, moi j'ai jamais plus de temps j'ai passé à apprendre et dans ce métier-là et plus j'ai aimé ça. Donc j'ai commencé par une formation assez classique, un BEP Bac Pro, le tout en 4 ans, en cuisine, spécialisation cuisine. Et puis après j'avais eu la possibilité dans la même école de faire une année d'éveil en pâtisserie. Et je me suis dit écoute, pourquoi pas aller goûter un peu le sucré. Et là ça a pris beaucoup de sens tout ça parce que je suis tombé assez facilement amoureux de la pâtisserie. Et du coup j'ai continué pour encore 2 années de plus pour solidifier les petites bases que j'ai eues pendant 1 an. Et ça en apprentissage du coup. Donc je suis retourné chez moi à Angers et chez un maître d'apprentissage. Et là enfin je commençais vraiment dans une entreprise. C'était fini le circuit de l'école hôtelière. Là on commençait vraiment le monde du travail tout simplement. Donc il y en a qui ont commencé un petit peu plus tôt. Moi, ça a fait après l'école hôtelière, mais c'était le passage obligatoire pour apprendre. D'accord. Okay. Ouais. Bon, sachant que la pâtisserie, c'est très différent. C'est différent de la cuisine. Hein. Ça demande beaucoup plus de rigueur. Ouais. Mais c'est ce qu'il y a de plus méthodique, je crois. Les cuisiniers sont des gens rigoureux, mais c'est dans la. Il y a pas trop. Au niveau de la rigueur, je pense que c'est assez comparable. Mais dans la réalisation, il y a moins de place. Il y a moins de place au hasard. Moins de place à l'improvisation. Moins de place à l'improvisation. Ouais. C'est tout ce qui va se passer en pâtisserie, ça doit quand même être un minimum pensé en amont. Sinon ça marchera pas quoi. On peut pas trop tricher avec la pâtisserie. Et ça fait partie de ton caractère ? C'est ton caractère d'être précis comme ça, ou c'est quelque chose que tu as appris ou... Oui, moi je pense que ma grand-mère essentiellement, si je vais me souvenir de ça, quand je cuisinais avec elle, il fallait que tout soit millimétré là. Il y avait quelque chose comme ça. Après. Pas spécialement, c'est pas quelque chose qui me caractérisait vraiment. Et après, on peut dire que c'est des formations professionnelles ou pas.
À force de faire, c'est venu quoi. Et Oui, maintenant, complètement. définitivement, j'adore quand les choses sont carrées, Carré, bien précise. faites et quand on se rapproche le plus possible, le plus proche possible de ce qu'on a prévu. Ça, c'est une vraie satisfaction pour moi. Un parcours d'études, un parcours d'apprentissage après, c'est ça, hein? Ouais. Et t'as appris où? T'as appris chez qui alors? Alors, c'est un monsieur Petit, il s'appelle Laurent Petit, un pâtissier dans la famille des pâtissiers purs, comme on dit, c'est-à-dire que c'est pas pâtisserie-boulangerie, c'était vraiment pâtisserie pure, et qui était installé déjà depuis une bonne dizaine d'années sur Angers, qui était réputé, et j'avais commencé par un stage, là, j'avais été envoyé par l'école en stage, et puis après un moment, il cherchait un nouvel apprenti. Moi, je cherchais une place en apprentissage. Génial, quoi. On s'entendait bien, et puis c'était parti. Pour 2 ans, du coup. 2 ans pour préparer un brevet technique. Et puis à la fin de ces 2 années-là, les envies de voyage ont commencé. Ton projet à l'époque, c'était quoi? Ton projet à l'époque, c'était déjà de reprendre, c'était peut-être de prendre une pâtisserie, d'être salarié, d'avoir un restaurant. C'était quoi tes projets à l'époque? T'en avais ou Ah peut-être oui, pas? moi Ouais. j'avais des projets assez précis, rien du tout de ce qui s'est passé maintenant. D'accord. Moi, dans mon idée, c'était assez simple, c'était d'aller faire grandir mon bagage professionnel par tranche de 18-24 mois dans différentes pâtisseries sans limite géographique. Mhm. Ça veut dire que je savais qu'après mon apprentissage, j'avais déjà entendu dire que c'était un savoir-faire qui s'exportait assez bien. Et je voyais la possibilité de combiner voyage, travail de manière assez simple. Et en même temps, du coup, d'apprendre, se confronter à d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres modes de consommation. Et puis, donc ce que je voulais faire, c'était des parcours de 18-24 mois dans plusieurs pays à chaque fois. Donc c'est là où le goût du voyage a commencé, c'est ça? Ouais, Hein, t'as voulu vraiment aller faire tes expériences en fait. exactement, c'est tout. Hein. Ouais. Ces envies-là, elles ont toujours malgré tout été guidées par le travail. Je suis parti de chez mon patron d'apprentissage pour le Luxembourg, donc pas très loin. J'étais un peu timide. Ouais, c'est pas très loin. Pour des raisons professionnelles, hein, une très belle pâtisserie. J'ai passé 2 années là-bas. Grandiose, j'ai appris énormément. C'est une entreprise qui s'appelle Oberweis, D'accord. Ouais. des Luxembourgeois. Et là-bas, ouais. Là, c'était quoi? C'était un pâtissier? C'était un boulanger? C'était Ah bah eux, c'est un univers complet. Ils font tout. Si on connaît un peu l'histoire de cet homme-là, il faisait ses premières livraisons à scooter. Il livrait 2-3 gâteaux. Et maintenant, je crois que leur entreprise, c'est 300 salariés. C'est cuisine, boulangerie, traiteur, pâtisserie. 5 boutiques sur le Luxembourg. C'est énorme. C'est lui qui t'a le plus inspiré? Est-ce qu'il y a la personne qui t'a inspiré le plus dans ton parcours? Je pense que de manière égale, mon maître d'apprentissage, parce qu'il y a quelque chose de sentimental. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que je lui serai éternellement redevable. J'ai toujours ce sentiment d'avoir eu la chance d'être chez lui. Excellent maître d'apprentissage avec ce sentiment d'apprendre les choses bien du premier coup, quoi. D'être au bon endroit là pour se façonner en fait. Et ça, c'était ça. Moi, j'ai envie de lui dire merci. Et du coup, il y a aussi que c'était pas le cas de tous ceux avec qui je partageais la formation. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi changer de patron pendant la formation ou se brûler les ailes ou alors être un désamour pour le métier parce que ça se passait pas du tout. Et moi, ça a jamais été ça. Pourquoi? Parce qu'il Donc, était très rigoureux, il était très ah ouais, exigeant. c'est ça? excessivement. Ouais. Et ça, cette exigence, c'est pas quelque chose qui te gênait? Non, moi, je vraiment dans ce que tu souhaitais. Ouais. Ah ouais, non seulement c'est pas gênant, mais c'est surtout nécessaire en fait. C'est-à-dire que c'est indispensable pas pour réussir, mais c'est indispensable. Selon moi, pour être un bon professionnel, il faut avoir de la rigueur et assez tout de suite. C'est-à-dire prendre les bonnes habitudes tout de suite. Et en ce sens-là, moi j'ai un rapport particulier avec cet homme-là maintenant. Enfin, vraiment, je lui suis très reconnaissant. Et après, purement professionnel, si on parle de technique, de vision de la pâtisserie, de possibilités et même l'environnement d'une entreprise. La première, c'est une petite entreprise, on était 6. Du jour au lendemain, je me retrouve dans une équipe de 30. Ça veut dire une autre structure, une autre organisation. Et là, donc, du coup, c'était l'approche différente, Donc Luxembourg, 2 ans. Luxembourg 2 ans, et puis ensuite la Norvège. La Norvège. Pareil, il y a une opportunité de travailler en Norvège qui s'est présentée. J'y suis allé, et en résumé, ça a fait 1 année et demie. Ta première expérience en Norvège, c'était quoi? Chez un pâtissier? Pâtissier Déjà français aussi installé qui est déjà. C'est un Français qui était ici. Ouais, c'est Pascal, installé depuis très longtemps ici. D'accord. Il est toujours en activité et il est chocolatier, non, c'est ça? aussi. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, pâtissier chocolatier. Voilà, c'est vraiment la référence pour les Norvégiens à Oslo. Ouais. C'est lui, il a été le premier à faire les gâteaux à la française en Norvège. D'accord. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé chez lui pendant 1 an et demi. 6 mois ensuite pour l'ouverture d'un très gros hôtel sur Oslo, en tant que pâtissier toujours, mais du coup en pâtissier de restauration. Et là, ça m'en main plus. Et aussitôt que je m'éclate moins,
et ben du coup j'ai des envies de bouger, quoi. C'est quoi t'éclater, toi? Quand tu dis j'ai besoin de m'éclater, c'est de laisser que tu puisses créer, c'est que... Non, ça se résume non. à une chose assez simple, c'est de pas avoir le sentiment d'aller au travail quand je me lève le matin. Génial. C'est vraiment que ça. Si le matin je me lève un peu en soupirant, ou que j'ai pas très envie, ou que j'ai pas la rage, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Vraiment, c'est déterminant parce que c'est ce qui me permet après de travailler quand même beaucoup. Bah, bien sûr. Parce que j'ai pas embêté, j'ai aucune contrainte, quoi. Moi je m'éclate à faire des gâteaux. C'est pas plus compliqué que ça. Donc un premier pied en Norvège. Alors déjà, t'as pu apprécier la Norvège, je pense, à ce moment-là. Ah oui, c'est venu Ouais, très c'est vite, là où ça. ça a commencé, non? Ouais, là Déjà, ça a commencé. ouais. Même si le parcours professionnel était peut-être pas celui que tu souhaitais, mais en tout cas, C'était intéressant, mais c'était pas aussi bien que ce que j'avais vu avant. Donc j'ai senti que je m'arrêtais un peu et j'avais pas envie. C'était trop tôt. Il faut jamais s'arrêter, mais là j'avais 24 ans ou 25 ans. D'accord, oui. Donc j'étais encore vraiment dans la démarche de continuer à me former et de compléter mes compétences. Et du coup après, oui, l'intérêt de la Norvège, après pour tout ce qu'il y a d'à côté que le travail, là c'est arrivé très très vite, hein. L'environnement, la qualité de vie, la nature autour. Très vite je me suis dit, ça a été déterminant, je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est enfin un endroit là où je crois pas que j'ai de problème à me dire que je pourrais vivre le reste de ma vie. Et j'avais jamais, bon peut-être que je m'étais jamais questionné avant, mais là pour une fois je me suis dit mais si, je pense que là il y a tellement tout, l'équilibre entre la ville, les avantages de la capitale sans les inconvénients, la ville humaine, j'ai trouvé ça Tu cherchais assez... un endroit où te poser quand même à ce moment-là déjà, Non, ou pas pas- du tout, non. non, pas spécialement, tellement, quoi. j'étais Tu voulais faire vraiment, des expériences à ce moment-là. ouais. De toute façon, c'était ça. Hein. Ouais. Je m'étais dit assez grossièrement comme ça, au moins jusqu'à 30 ans, je me balade, quoi, pas d'attache. Jusqu'à 30 ans, j'y vais sans attache. Puis donc juste dirigé par le travail. Quoi. Ouais. Donc là, Norvège 1 an et demi, puis du coup, tu as eu envie de voir autre chose. C'est là où tu es parti en Australie, non, c'est ça? Ouais, après je suis parti en Australie. J'ai fait du coup l'ouverture d'un hôtel qui m'a consommé physiquement, mais alors c'était assez violent. Et en plus, justement, je m'éclatais plus trop, quoi. Et là ça devient dur, hein. Travailler beaucoup sans s'éclater, moi, non, je vis pas pour ça. Le savoir-faire français il s'exporte extrêmement bien, mais il y avait deux choses qui se passaient. La première, on n'a pas encore parlé, c'est du coup la rencontre avec Pierre, hein, que j'avais rencontré, qui est maintenant mon associé, et que j'avais rencontré pendant la première année et demie à Oslo. Ah, tu l'avais rencontré ici? Oui, parce qu'on travaillait pour le même patron et on avait beaucoup sympathisé, et donc on a continué de discuter même à distance. Moi depuis l'Australie, lui était là encore, et puis moi je savais que j'en avais pour 1 an, hein, il y avait une échéance à mon visa, et donc on a eu une conversation comme ça avec Pierre en fil rouge, et moi je lui ai dit écoute, moi je reviens à Oslo avec plaisir parce que Oslo me manque, l'Australie c'est bien mais c'est trop chaud, je préfère c'était vraiment, et puis c'est trop loin, donc je lui ai dit moi si je reviens par contre je veux pas être confronté aux mêmes désillusions. Pierre, il faisait quoi à cette époque? Pierre, il était responsable de boutique quand on s'est rencontrés, quand on travaillait pour le même patron, et pendant que moi, on a quitté en même temps, et lui a fait une formation de sommelier sur une année. Pendant mon année de départ, lui il a fait une formation de sommelier, et quand la discussion à distance, c'était écoute, moi si je reviens, on ouvre un truc. Donc tu avais pris cette décision là quand même, de te dire et puis très honnêtement, c'était même lui qui était même encore plus moteur que moi. Lui ce mec-là, il a un moteur de Formule 1 dans le corps, quoi. Il est inarrêtable. Et du coup, il y avait une énergie que moi j'ai trouvé super intéressante, combinée à la mienne. Du coup, il y avait beaucoup de choses possibles. Du coup, c'est ce qui a été décidé. Je me suis dit non, l'Australie, ça restera juste une année, et je rentre à Oslo. Après, ça s'est vraiment accéléré. Moi, j'avais envie, pour le coup, de penser un projet vraiment dans les détails le plus possible. Et puis, je suis arrivé. Pierre, il avait déjà trouvé les clés d'un local. Donc, je suis arrivé 2 semaines après. 2 jours après être arrivé, il m'a dit regarde, moi j'ai trouvé ça. J'ai appelé le propriétaire. Tac, ça pourrait se passer comme ça. Est-ce que t'aimes bien le local? Donc là, le déclic était fait. Vous avez décidé de vous associer et de faire une affaire, quoi. Ouais, je suis rentré. On avait décidé de faire un truc ensemble. Ça, c'était décidé. Après, comment, où? Oui, parce qu'en France, si t'as pas 50% de liquidité sur ton compte, c'est compliqué d'aller voir une banque et demander un prêt pour ouvrir un restaurant. Sachant qu'il y a en gros 50% des restaurants, ou peut-être même 2 sur 3 qui ferment après une année. Vous aviez de l'épargne, vous, à l'époque? Comment vous avez fait? Ça va être tellement dur à expliquer parce que Pierre, il était, pour te dire, il était propriétaire de son appartement ici. Et puis moi, je revenais. J'avais pas de bien ici, pas du tout. J'avais 2 studios que j'avais achetés quand j'étais plus jeune en France. Mais c'était tout ce qu'on avait, mais pas d'argent de côté. On l'avait déjà plus ou moins investi quelque part. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ça s'est fait tellement vite qu'on n'a presque pas fait les choses dans l'ordre, en fait. On aurait dû s'intéresser à tout ça avant de décider d'ouvrir. Nous on a décidé d'ouvrir, on s'est dit on verra bien comment ça se passe après. Et puis là c'est un peu violent.
D'accord. Parce que du coup, on a trouvé le local, on a eu, pour faire très court, hein, on s'est entendu avec le propriétaire, donc il nous a passé les clés. C'était le local ici, hein, déjà. Le local Ouais, c'est ici, ça. ouais, celui dans Et lequel là, on est on est maintenant. où ici à Oslo on est dans quel quartier, si on explique Très central, ça s'appelle Ouais. le quartier, c'est Bislett. On est à 5 minutes en tram On est dans un de quartier tramway plus résidentiel, du centre-centre. entreprise, ou- Très résidentiel. Résidentiel, c'est ça? Uniquement résidentiel. Résidentiel à côté du centre. Avec c'est des trentenaires, jeunes parents, c'est vraiment D'accord, le profil type de ceux qui habitent ici. Mais non, du coup, on parle toujours de ce local-là, dans lequel on est là maintenant. Et du coup, Quoi? Parce que là, on voit comme ça, il y a des faux plafonds. Bah, on peut voir, c'est tout ça, est c'est- ancien en fait. Il y a une espèce de mélange d'ancien, de moderne. ouais, alors ça après c'est un peu notre patte à nous parce que du coup sans moyens on fait avec ce qu'on a et ce qu'on a c'est des idées, un peu de la jeunesse et puis un peu de courage quoi. L'huile de coude quoi. Voilà, un peu d'huile de coude, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça c'est devenu quelque chose de très atypique, mais déjà un mais restaurant tout est fait. Non, alors c'était fermé depuis 6 mois. Avant effectivement c'était un restaurant, des gens qui avaient tenu ça pendant 2 ans, et là c'était fermé pendant 6 mois et ça s'est annoncé comme quand même une belle opportunité, en tout cas assez tentante. C'est que le propriétaire nous a dit tant que vous n'êtes pas installé, tant que vous n'êtes pas ouvert officiellement, vous ne payez pas de loyer. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez pendant le local. Ouais. Donc il nous a passé les clés, il nous a dit très simplement, nous c'est pas occupé en ce moment, vous êtes les seuls à proposer quelque chose pour ce local-là, faites ce que vous avez envie dedans. Il était d'accord, hein, bien sûr, avec l'idée du concept français, parce qu'on avait déjà expliqué un peu. C'est voilà. pratiquement un investisseur. Quelque Ouais, part, c'est ça. il était investisseur chez vous. Parce que Ouais, plus ou moins, on peut vous dire avez ça fait comme des ça. mois gratuits, Voilà, il nous a facilité les choses et ça s'est rendu possible. Donc après nous, ce qu'il a fallu, c'est aller voir les banques. Peut-être qu'on aurait dû le faire avant. Et les banques ici, frileuses, mais C'est vrai. c'est-à-dire elles nous ont même pas suivi. Elles nous ont presque rigolé au nez. Donc Nous là, a vous dit, avez fait combien de banques? une seule. Une seule. Ouais, on a compris parce qu'en fait on s'est Donc, retrouvés. tarif Mais français, tu parles pas le norvégien déjà? si, À l'époque, aussi moi un petit peu, Pierre très bien déjà. D'accord. Moi, donc c'est vrai que c'est plus crédible. C'est vraiment Pierre qui avait pris les choses en main de ce côté-là, beaucoup plus que moi là. C'est comme Mais en du France, coup, en ils gros, nous ont t'as dit, un non, projet, mais ils te demandent 50% d'apport. on n'est pas loin de ça. Ouais. Ouais. Ouais, On c'est n'est pas loin de ça et du coup, ça a été très compliqué. On est apparu, je pense, comme deux petits Français bien gentils avec une idée, mais on nous a regardé. Enfin, on nous a dit non, mais on vous suivra pas. Qu'est-ce que vous avez? Enfin, en fait, c'est pas un délit de sale gueule. C'est juste qu'on a et puis on n'avait pas de sous de toute façon. On s'était dit naïvement qu'en mettant l'appartement que Pierre possédait en garantie, en caution, on pourrait débloquer un peu de l'argent de la banque. Pas du tout. C'est-à-dire que c'était même pas suffisant, même pas envisageable. Avec ça, ils étaient d'accord pour nous prêter peut-être 10 000 ou 20 000 euros. Moi, c'est le prix d'un four. Enfin, c'est réglé quoi. Donc du coup, Pierre, il l'a vendu son appart. Ok, donc vous n'avez pas baissé les bras, parce que vous auriez pu baisser les bras et dire aussi. On aurait pu, bon, non. Attends, on va soit économiser, on attend 5 ans, soit on va arrêter de rêver et on va faire notre projet. Ouais, non, on voulait pas arrêter de rêver. Non, C'était et puis bon voilà, on s'est dit ok, ça commence, premier coup d'arrêt là. Donc on a mis en vente. Et il se trouve que ici, en 2 semaines, on peut vendre un bien. D'accord. Donc Parce que le marché est très serré. les agents immobiliers, ils sont tranquilles. C'est peut-être le boulot le plus sûr qu'il y a en Norvège, quoi. Ils ont des listes de clients potentiels qui attendent que des offres intéressantes. Et puis nous, celui avec qui on a travaillé, il y avait 50 clients potentiels qui étaient prêts à. Ils avaient l'argent, ils étaient prêts à acheter, ils attendaient un bien qui correspond. Ici, ça se passe aux enchères. Et en plus, après, ouais, voilà. Donc honnêtement, ces chances-là, elles font qu'il y a de l'argent qui s'est libéré assez vite et qu'on a quand même disposé d'un peu d'argent. Vous êtes retourné voir le même banquier ou Pas du un tout. autre? Pas du coup. Du coup, nous, on les a complètement oubliés. On a dit maintenant, on va se démerder tous les deux, quoi. On a revu tout à la baisse, par contre. On a oublié les grandes idées d'avoir une belle cuisine neuve et brillante. On a commencé par du matériel d'occasion un peu, et puis il faut fouiner, il faut chercher des solutions. Et puis l'idée, moi je m'étais dit, t'inquiète pas, Pierre, moi je sais faire des gâteaux. Il y a bien, c'est pas non plus sorcier, on fait pas décoller une fusée là. Hein, donc on va faire des gâteaux. Et puis du coup, je vais les faire. Et puis ce sera pas facile au Parce que là, début, vous mais on aviez va pas de vendre. cuisinier non plus. Non. Parce que, Non, c'est non, ça, non. Il fallait recruter des Ah ouais, recruter il y avait un des peu de gens, recrutement ouais. à faire et tout. Ouais. Donc le local acheté, ça c'est bon. Le local en location, quoi. En location. Ouais. Oui, en location. En location, ça c'était bon, il était à nous. Après, on a dû faire des démarches bien sûr auprès de l'État, hein, tout ce qui est bon, ça c'est assez standard, s'enregistrer comme entreprise. Ça reste assez simple de créer une entreprise, je crois Ouais. ici. Hein. Oui, Très c'est pas simple. Très compliqué. Non, c'est vraiment ça, c'est la chance d'être ici. C'est pour ça que moi-même, je pense que ce qu'on a fait ici, moi j'aurais pas pu le faire en France, je crois pas. Hein. Même en étant étranger, aucun souci, ouvrir un compte professionnel, après il n'y a pas eu de souci. Non, puis nous on était déjà là depuis un moment, donc on était enregistrés, on était enregistrés en Norvège. Il faut que tu aies un numéro. Ouais, un numéro d'identification, voilà. Ouais. Donc on était en règle ici, il n'y a pas de problème. On était des expatriés, mais ça c'était plus à faire. Après c'était vraiment les démarches, c'était vraiment celles qui concernent l'entreprise, quoi.
comment on s'enregistre, quel statut, associé, pas associé, comment ça marche. Donc là, votre association, c'est 50-50 vous avez Non, décidé ça au départ du coup, Pierre a plus. Ouais. On s'était mis d'accord, ce qui se comprend, puisqu'au final, l'argent qui a été débloqué, c'est quand même lui grâce à la vente de son appart. Donc Toi, il t'as est. vendu tes apparts à ce moment-là Bah moi le problème c'est que c'était en France quoi, Oui. et que là personne voulait acheter. Donc j'aurais pas débloqué énormément d'argent, et puis de toute façon pas assez vite. Maintenant ils sont vendus, hein, je les ai vendus plus tard. D'accord. Mais Donc, non, l'association, vous avez fait quoi 50-40 Donc, 60, Donc maintenant on est à 40, on est à 60-40. 60-40. On voulait vraiment que ce soit, les choses faisaient que du coup Pierre prenait naturellement les risques, beaucoup plus. Hein, c'est lui qui met l'argent, beaucoup. Donc on n'a pas eu de problème. Moi, je dis bah non, là faut qu'il y ait une différence même sur le contrat. On voulait faire 50-50 au départ, et puis là c'était plus, on sait pas ce qui se passe après. Mais en tout cas c'était pas juste. Donc là, vous êtes bien entendu dès le départ, vous avez fait quoi, un pacte d'associés ou... Oui, on a Tout signé bordé. un contrat Ouais. entre nous, et puis Ouais. après, ça a été validé par des avocats, bien sûr. Petit à petit, hein, il nous a fallu 5 mois et demi de travaux, donc 2 travaux, puis en parallèle des démarches administratives, jusqu'au jour du 1er mai 2015 où on a eu l'autorisation d'ouvrir. Donc à ce moment-là, vous pouviez démarrer le projet réellement. Tous les travaux, vous les aviez fait vous-même? Bah là, ce que tu vois maintenant, c'était pas comme ça il y a 5 ans. Nous, en 5 ans, on n'a pas arrêté de faire les travaux, quoi. Parce que tout l'argent dont on a manqué au départ, eh ben, il a été, à chaque fois qu'on en a fait un peu, on l'a réinvesti, C'est ça. et on a racheté ce qui nous manquait, avec ce avec quoi on aurait dû commencer depuis le départ, et qu'on a manqué. Donc on a été en mode galère pendant presque une bonne année et demie. Hein. Donc pas de salaire au départ, je suppose. Non, pas toujours. Première Mais, année, mais moi, je me plains pas parce que c'était quand même important pour la forme de gagner un peu d'argent avec notre activité. Donc c'était pas délirant. Il y a eu des mois sans salaire, bien sûr. Mais honnêtement, non, ça c'était pas le pire. Non. C'était pas le pire. Ça a été quoi le pire alors? Ah, le pire, ça a été les frayeurs, par exemple, de pas pouvoir payer le loyer, et puis pas de fréquentation. Ça a été terrible, ça, de se voir que sur une journée c'est vide, 2 jours c'est vide, 3 jours c'est vide. Après, il y a Dès des le début, parce que alors, donc, Ouais, premier très jour vite. d'ouverture, vendredi juin, c'était 1er mai 2000. 1er mai 2015, 2015, et du ouais. coup, Ça, c'est la extrêmement. première pierre. Quoi. Ah bah c'était la première pierre, et en plus elle était belle celle-là, parce que on a fait une très grosse journée. On s'en rend compte maintenant avec le recul, parce qu'on voit ce que ça veut dire une bonne journée d'activité. On a eu énormément de visites. Embarquement immédiat avec Quentin Couder. Pour ce premier jour d'ouverture, vous aviez fait quoi? De la publicité locale, la publication sur les réseaux sociaux? Non, rien du tout. Ah, rien du tout. On l'a annoncé dans le quartier, quoi. On a fait le tour des commerçants de la rue pour se présenter, dire et puis on les a invités à une ouverture. Et puis après, bah non, on a compté juste sur le fait que sur le passage, que les gens qui habitent autour soient curieux et viennent nous voir. Le premier jour a été top. On a fait une très grosse journée. Donc c'est quoi une grosse journée? Vous aviez déjà toutes ces tables-là partout? Non, Oui. beaucoup moins que ça. Beaucoup moins de ça. Ouais. Ouais, non, il y C'était avait quoi pas. une grosse journée alors c'était combien de couverts Bah, grosse journée, c'était partagé entre ceux qui venaient bien sûr s'asseoir pour consommer un lunch, et puis les ventes à emporter. Et les ventes à emporter, puisqu'on on est aussi une pâtisserie, donc boutique. Oui. Et puis moi, bah, je me suis retrouvé en fait à zéro au niveau du stock, quoi. On a tout vendu. Donc c'était. Génial. Bah ouais, alors peut-être qu'on avait sous-estimé la fréquentation que pouvait être un premier jour comme ça. Mais non, donc ça, c'était le premier jour était comme ça. Après, il y a eu des jours beaucoup moins drôles. Hein. Ouais. Et encore une fois, voilà, c'est se retrouver personne, et puis se rendre compte que les restos d'à côté, il y a du monde, donc il n'y a pas un désintérêt de la restauration ou quoi que C'est ce le soit. marché. Alors vous avez beaucoup de concurrents autour? Il y a beaucoup de restaurants autour? Il y en a- En face, là-bas, j'ai vu, Il y en a un à 100 mètres de chez nous, en haut de la rue. Et puis quand on va dans le bas de la rue, ouais, il y en a très vite. Il y a un autre resto qui est installé là depuis longtemps, qui est une identité forte dans Oslo. Mais moi, j'ai jamais vu comme de la concurrence, en fait, parce qu'ils amènent du monde. Donc ils amènent du monde dans notre quartier. Et du coup, et Oslo, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Donc un bonjour, c'est quoi? Vous avez combien de couverts ici? Alors maintenant, si on parle d'aujourd'hui, maintenant la capacité du restaurant, ça va être 60 couverts. Midi et 60 couverts le soir. Voilà, c'est ça. On fait jamais Pas mal. 60 le midi, parce que voilà, les gens habitent. Norvégien, c'est quoi alors? Ils sortent plus le midi au restaurant Ils mangent en dehors le midi, mais du coup, nous, on n'est pas un quartier d'affaires. Il y a pas de. Donc en fait, tous ceux qui habitent ici en journée, ils sont au travail, et du coup, le quartier se retrouve un peu vide. Et donc on a compris assez vite qu'il n'y aurait pas beaucoup d'activités à faire en journée. Et le Norvégien, même travail, le business, il n'y a pas trop de repas de business. Les repas business sont assez courts quand même, je crois, en Norvège. Très non? court, ouais. Ouais, Il faut c'est manger ça, ouais. vite. C'est pas non plus quelque chose. Ouais, ils passent vite la journée. Ouais. Et après, Ils sont faut pas partir très plus tôt, attachés quoi. à Non, je crois que un c'est- bon lunch, ils mangent assez vite.
Donc non, on n'est pas... le midi, ça reste quand même très calme. Ça nous arrive rarement de faire 60 couverts. Le soir, par contre, beaucoup plus. Même capacité, mais avec la possibilité même de renouveler des tables. Et là, du coup, voilà, ceux qui travaillaient rentrent à 5h, à partir de 17h jusqu'à 22h. On sert... voilà, on a un petit menu parce qu'on s'attache à faire à fabriquer depuis la base tout ce qu'on fait. Donc tout est fait maison. Petit menu, comme ça on garantit ce qu'on fait. Mais du coup aussi pour séduire un peu et puis pour pas lasser les gens autour, il faut quand même pouvoir pouvoir proposer quelque chose de différent. Donc entrée, plat du jour, c'est toujours bien pour nos habitués, quoi. Donc il faut pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Ça se compose, pas beaucoup plus que 4 entrées, 4 plats, 2 poissons, 2 viandes. Et puis les desserts, on est un peu particulier avec ça parce qu'on a une pâtisserie, donc Bien on a sûr. tout ce qu'il faut pour faire les desserts. Donc, Quand on dit les mauvais jours, c'est de voir personne dans une journée, carrément. Alors, Plus maintenant, je pense. maintenant, ça Non. arrive plus. Ça arrive plus. Maintenant, pour revenir à ta question de tout à l'heure, oui, c'était ça, quoi. Il y a eu des moments, on savait plus quoi faire. On se demandait même, je me souviens, il pleuvait, on était au bar tous les deux, puis on se disait, mais c'est possible de cracher une boîte après 3 mois, quoi. Est-ce que ça existe, ça si vite? Parce que honnêtement, si on paye pas, Et vous aviez des salariés à l'époque déjà? Oui, on Oui. en avait deux. On avait deux, donc il y avait déjà cet impératif-là de payer déjà des salaires. Oui, parce que l'espace il est quand même grand, donc il fallait des gens qui travaillent dedans. Donc là, vous avez combien de personnes aujourd'hui? Non, on est 8 au total. 8 personnes. Et 8, donc 8 c'est bien aujourd'hui. Et donc là, vous avez pu recruter. Alors j'ai vu votre chef. C'est votre chef qui est français, non? Chef de cuisine français. Et Il était épaulé ici par, déjà ou Non, pas du tout. vous l'avez Alors, fait venir celui Comment que ça tu as s'est passé rencontré, là pour le coup, il vient de commencer. Il a commencé il y a 2 mois et demi. Lui, il vient de Bora Bora directement. Donc, ouais, il est passé plus. Un choc. Un choc au moins thermique. Oui, c'est clair. Donc, non, il vient. On a essayé de recruter ici. C'est pas facile. C'est comment le recrutement ici? Alors c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, moi, je vais parler pour le milieu que je connais, la restauration. Très compliqué. C'est pas, il y a pas vraiment de. Les Norvégiens, c'est pas une vocation la restauration quand même pas. Hein. Ils envisagent beaucoup d'autres métiers avant que celui-ci, que d'être cuisinier ou serveur. C'est pas donc il y a très peu de main d'œuvre norvégienne. Donc nous, quand on a compris ça, c'est pas grave. On met des annonces dans l'hôtellerie, qui est un journal toujours assez lu en France, et puis on prend contact avec des chefs, des jeunes chefs français qui veulent une expérience à l'étranger, soit pour la première fois ou continuer un périple et tout ça. Très bien. Après, il faut savoir parler quelle langue. Alors si t'es un serveur, il faut qu'il puisse parler norvégien, anglais. Norvégien, c'est toujours bien, mais du fait de Et de français temps en aussi, temps. quand même. Même pas, non. Nous, c'est pas une obligation pour vous. Non, Ouais, c'est pas du tout une non. obligation, mais du fait qu'on aille chercher des gens à l'extérieur, on peut pas leur demander de maîtriser le norvégien, ça paraît complètement absurde. Mais par contre, on leur demande un anglais béton. Ici, ils sont tous bilingues, tout peut se faire en anglais, mais il faut l'avoir nickel, quoi. Donc, Alors ces journées de découragement, ça a été quoi? C'est de se dire on arrête les pires journées ou... on arrête, mais pas. La frayeur, c'était qu'on soit forcé à arrêter, parce que nous, on n'a jamais eu envie d'arrêter. Mais il y avait tellement de raisons. Jusqu'à aujourd'hui, je pense. Hein, Ouais, c'est certainement. cette- La peur de passion, tout quoi. ça, quoi. Ça nous a forcé à beaucoup réagir. Le concept, il a beaucoup changé. L'offre, elle a changé. On a essayé de s'adapter toujours au plus possible. C'est-à-dire que demain, peut-être, déjà, on n'a plus de travail. On C'est un perd, échec on personnel, perd hein, quand même oui, oui. on perd quand même un peu de pognon. Oui. Et puis c'est un échec Oui, personnel. oui, Ouais. complètement. Donc ça aurait été malheureux. Et comment on remplit son restaurant ici? Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par... Il y a TripAdvisor ici, je suppose. Aussi, de ouais. toute façon, Ça existe. Réseaux sociaux, maintenant, c'est assez incontournable. Nous, on peut pas dire qu'on soit très bon avec ça. Moi, je sais faire des gâteaux, mais tout ce qui est... On le fait nous, ouais. On le fait nous, on n'a personne en charge pour ça. On s'occupe en fait d'alimenter en photo et en vidéo Facebook et puis Instagram. Ça se résume à ça. Après moi, peut-être c'est un peu vieux jeu comme ça, mais c'est ce qu'on m'avait appris. On m'avait dit travaille bien tous les jours, sois constant. La constance, c'est ce qui va faire qu'à terme tu passeras les moments durs, mais il faut de la constance. Ça veut dire donc pas revoir ses exigences à la baisse, continuer de travailler, pas se perdre là-dedans, faire les produits, faire la qualité qu'on souhaite, toujours la même. Et puis ensuite, gagner la confiance des gens en fait, en direct par le travail. Moi, c'est toujours un peu comme ça que je vois les choses. Ça me parle plus que de montrer ou que de faire passer une image qui est trafiquée sur les réseaux sociaux parce qu'on montre. Et je préfère du coup gagner la confiance des gens par mon travail. Et du coup, je compte après sur eux pour en parler. Donc on en vient au bouche à oreille, qui je pense est toujours fort comme moyen de se faire connaître. Tu sais ce qu'ils viennent chercher les Norvégiens ici? Vous avez une clientèle de Norvégiens ou d'étrangers?
On a Vous avez quoi essentiellement norvégiens. Norvégien. Ah ouais, on va dire ils sont à 90% norvégiens et puis ensuite oui ça va être quelques expats, la communauté française Oui, vient bien nous sûr. rendre visite. Donc francophones et francophiles ils viennent nous voir pour une petite expérience française. On essaie de proposer en fait un savoir-faire français en utilisant les produits d'ici. Voilà, on se dit que si on arrive à trouver une formule quasiment à 50-50 comme ça, ça veut dire mettre en valeur leurs produits avec notre savoir-faire, on voit pas pourquoi Ça ça fonctionne leur plairait quoi. Oui, ça fonctionne. Comment est perçue la gastronomie française? Alors, est-ce qu'il y a une gastronomie norvégienne? Bon, Oui. Qui est-ce qu'elle est? pas. Oui, en tout cas elle a rien à voir avec la nôtre. Ouais, La c'est nôtre, clair. elle est Ouais. énorme, Ouais. elle est imposante quoi. Mais non, mais c'est facile. Hein. Nous, on a la chance que la gastronomie française, elle bénéficie quand même d'une image Cette aura, ouais. de qualité avant même d'avoir montré quoi que ce soit. Les gens, si on est français, ils sont quasiment convaincus quoi. Donc ça, moi, c'est comme un as dans un jeu de cartes quoi, d'être français en Norvège. Et, les nouveaux modes de distribution, les nouveaux modes de consommation avec Deliveroo. Alors, je sais pas ce qui existe ici. Il y a Volt, non, ici, j'ai vu, non, ou les plats emportés. Ouais, il y a Foodora. Foodora est là. C'est ça. Oui, nous, on a essayé. Vous travaillez avec eux ou... On a fait, mais plus maintenant. Maintenant non. Pourquoi c'était déceptif? Oui, parce que ça apporte beaucoup moins de visibilité qu'on le pensait. Et puis, c'était pas intéressant financièrement, pour tout dire, parce qu'on est obligé de quasiment prix coûtant. On peut pas faire de marge dessus, parce que Foodora, ça devient un intermédiaire, donc il faut qu'il gagne de l'argent aussi dessus. Donc c'était compliqué de proposer quelque chose qui passait, où tout le monde y trouvait son compte. Et puis en fait, on faisait pas venir les gens qu'on voulait. C'était la clientèle qui venait, c'était pas celle que nous qu'on voulait toucher en fait. Donc pour toutes ces raisons-là, on s'est dit non, on arrête. Ouais. Donc aujourd'hui, 5 ans après, vous vous rémunérez correctement, Oui. Ça fonctionne bien. Nous, on se rémunère, oui, correctement. On veut pas amputer l'entreprise. On compte surtout sur le fait de faire des très bonnes années et puis de pouvoir partager des bénéfices à la fin de l'année. Voilà, mais pas d'excès sur le salaire non plus. Je pense pas que ce soit intéressant pour la dynamique de l'entreprise non plus. Donc, Aujourd'hui, votre restaurant est une belle réussite. C'est quoi vos projets pour l'Ardoise dans les mois, les années à venir? non, nous, ça va être de continuer à essayer de stabiliser l'entreprise et le côté restaurant, de le faire grandir. On a fait beaucoup de changements maintenant. On pense enfin, après 5 ans, avoir un outil qui est séduisant. C'est les changements majeurs que vous avez faits? Changement majeur, un des plus gros, c'est celui que tu as vu et qui date du début de cette année, début 2019. C'est celui de la pâtisserie en bas. Oui. Donc une partie de notre cave qui a été complètement réhabilitée en laboratoire de pâtisserie. Et puis la pâtisserie qui était à l'étage, donc elle est devenue la cave à vin en fait. C'est devenu la cave à vin, donc ça nous a permis aussi de faire rentrer beaucoup plus de références et d'être vu comme un restaurant, d'être de plus en plus, d'être aussi un peu plus crédible auprès des gens. Donc ça c'est vraiment le plus gros changement. Après il y en a eu d'autres plus petits mais qui ont participé au côté chaleureux du restaurant, dans le mobilier bien sûr. Tout ça a joué quoi. Ça a été vraiment des changements au fur et à mesure des 5 années. Petits, moyens ou gros, mais toujours en mouvement. Et toi ta spécialité en tant que pâtissier, c'est les macarons aujourd'hui? C'est une de tes spécialités ou... Ouais, c'est une de mes spécialités. Elle s'est un peu imposée ici parce que il se trouve qu'il y a de la demande pour ça. Donc ça représente quand même une grosse partie de ma production. D'accord. Je crois que j'en fais peut-être 3000 par semaine et je les fais encore à la main. Donc, j'ai pas encore assez de place pour les machines. Ouais. Mais Et tu crées comment? Alors est-ce que tu es comme un Pierre Hermé qui va faire une collection par an ou... Ah non, moi je rêverais d'être comme Pierre Hermé, mais ça c'est permis qu'à une poignée quoi. Mais non, Pierre Hermé, une collection par an, ouais, non, moi je suis pas là du tout. Il en fait plus que ça d'ailleurs, mais... Oui. Moi je regarde ce que ces gens là font. Je peux juste dire que je m'inspire un peu. Ça fait partie de des gens qui t'inspirent? Ah oui, ah bah oui. Quels sont les pâtissiers qui t'inspirent? J'ai vu qu'il y avait le livre de Michalak, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Oui. Mais... j'ai une bonne partie des livres de Pierre Hermé, parce que lui, depuis toujours, quand j'étais plus jeune en apprentissage, il y avait Michalak qui venait d'être champion du monde en plus de pâtisserie. Oui, complètement. Donc on suivait ça de près, mais il y en a beaucoup d'autres, les Arnaud Larère, il y en a Philippe Rigolo, tous ces gens-là en France, c'est Angelo Musa, il faut regarder ces gens-là. Pour ceux qui aiment ces métiers-là, c'est quasiment inévitable. On est obligé de s'intéresser à ce que ces gens-là font. Maintenant, il y a Cédric Grolet, qui est un star de Paris.
Toi, tu regardes comment tu regardes ce qu'ils font. Ça t'arrive, tu vas en France de temps en temps. Ouais, j'ai un tour absolument inévitable de pâtisserie parisienne, Oui. entre 10 et 15 à chaque fois. Hein. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que vous êtes fournisseur de l'Opéra d'Oslo depuis cette année, je crois, non, c'est ça? Oui, depuis cette année, tout début d'année 2019. Ils prennent pas souvent, mais par contre, quand ils commandent, c'est 4000 macarons. Donc, Tes projets pour cette année, enfin pour 2020, ouais. ça allait être l'école et de pouvoir faire des cours en fait, des cours Alors de ouais, pâtisserie. on a ouvert les cours et du coup on va toujours dans la même idée parce qu'on aime travailler ensemble, hein, c'est de proposer un cours vin et pâtisserie en fait. Pierre est sommelier donc propose ses connaissances et on le propose dans une formule finie, D'accord. complète. Ça veut dire on reçoit les gens, on commence par une heure d'initiation au champagne, pourquoi pas, et puis parce qu'on peut aussi parler en amont avec les gens, savoir ce qu'ils aimeraient goûter, ce qu'ils aimeraient découvrir, est-ce que c'est une région, est-ce que c'est des bulles, enfin voilà. Mais le dernier qu'on a fait, ça a été exclusivement sur du champagne pendant une heure, et puis ensuite, moi je les invite dans la pâtisserie en bas du coup, et on fait une heure de fabrication de macarons, et ensuite on leur propose du coup de finir la soirée avec un 3 plats au restaurant. Et c'est eux qui font les gâteaux, hein? Ah oui, ils sont vraiment, moi, c'est eux je qui suis font les là, gâteaux, moi, ma on est journée bien est là. faite, Hein. après, Ouais, c'est c'est, ça. Ouais. Toi, tu conseilles, Voilà, moi tu- l'idée c'est de les initier puis de leur donner quelques petits conseils pour ceux que ça intéresse. Et ça prend bien auprès des. Non, Les Norvégiens, c'est difficile. C'est un peu timide nous encore. Oui. Il faudrait avoir une communication beaucoup plus solide que ce qu'on a parce que par contre il y a de la demande. Il y a de la demande. Ah Oui, c'est oui, vrai. il y a de la demande. C'est comme Nous, en France, quoi. Ouais. c'est des services qui se proposent déjà. Donc nous, non, c'est timide parce que c'est nouveau et que personne sait qu'on en fait encore. Donc ça va être un cheval de bataille pour 2020, au même titre que vraiment d'asseoir l'ardoise et de la rendre définitivement stable. Parce que c'est la restauration, il y a des hauts, il y a des bas. Même après 5 ans, on peut penser que le plus dur est fait. Oui, il y a une grosse partie qui est faite, mais moi je suis pas en sécurité du tout. Hein. Ça va mieux. Ça serait quoi être en sécurité pour toi? Être en sécurité, déjà, ce serait que ça marche comme ça marche maintenant, mais en dépendant moins de Pierre et moi. Ça veut dire que nous, ça marche encore parce qu'on est là 14-15 heures par jour. Donc c'est toi en tant que pâtissier, ça repose sur toi? Ça repose... oui, c'est ça. Sur vos deux personnalités. C'est-à-dire, en fait, Ouais. c'est assez simple. Je me dis, si ça marche parce qu'on est deux à travailler 14 heures par jour, c'est deux piliers forts, mais moi je suis pas indestructible. Si je suis malade, si je me pète un bras, l'ardoise, elle est pas assez... Enfin, le restaurant, il est pas assez fort en ce sens que si je suis pas là, ça s'arrête. Si Pierre est pas là, il va y avoir un manque, ça va se sentir. Ça s'arrête, c'est-à-dire que les clients le sentent, il y a moins de clients? Il va peut-être pas y avoir moins de clients, mais on pourra pas délivrer la même chose parce D'accord, qu'on a oui. quand même beaucoup de travail et que donc en fait c'est vraiment ça. L'idée ce serait que ça marche même de la même manière. J'ai pas des envies de fou quoi, mais juste que ça marche de la même manière en récupérant moi un peu de temps pour moi. C'est un sacrifice pour toi? Tu as sacrifié des choses pour vivre de ta passion? Oui. Tu le ressens un peu aujourd'hui? Ouais. Oui. Oui et non. Oui parce que ça me prend un temps fou, beaucoup d'énergie. Après non parce que j'aime ça. Encore une fois, moi je viens, je m'amuse, hein. Même s'il y a quand même beaucoup de choses que j'aimerais faire à côté. Et puis c'est pas toujours drôle. Mais le pari c'est de sacrifier en tout cas une partie de sa vie privée et tout ça pendant peut-être encore 2 années de plus. Et puis pour que ça me permette après d'être un peu plus confortable quoi. Que le travail paye tout simplement. Pas forcément. Moi je parle pas que d'argent, je parle surtout en temps. Hein. Pour moi la clé ce serait d'avoir plus de temps. Et puis avoir une horizon plus large que celle de travailler 8 heures par jour au même poste avec... Ça serait quoi une horizon, enfin quelque chose de plus large, une vision plus large, c'est de travailler peut-être sur d'autres projets? Ouais, que voilà. t'aimerais? Ouais. Qu'un projet en amène un autre. Et Ouais. puis en fait... Parce que je vois que tu es un homme de projet quand même, on sent moi que... j'aime ça. Ouais. Voilà, tu as recréé un labo en bas, tu crées une école de cuisine, c'est que Ouais. je ressens que tu aimes ça et tu aimes ces projets-là. Et du coup, tes futurs projets, ce serait quoi? Tu as quoi en tête aujourd'hui? Nous on aimerait bien pourquoi pas avoir 1 ou 2 points vente en plus dans la ville. Voilà. Des points de vente de pâtisserie? Ouais, pâtisserie. Pas de pour restaurant, le coup. hein, ce Non, serait pas des points de vente de restaurant. pâtisserie. Oui, Le oui. restaurant c'est quand même... je peux pas dire ni à merde mais quand même. Non mais c'est... Et en même temps, ta passion. Et en même temps, ma passion, moi, c'est vraiment Ouais, la toi, c'est la pâtisserie. Ouais. La restauration, si, j'aime ça parce que j'aime faire à manger. J'aime me dire que j'arrive à satisfaire des gens en leur faisant à manger. C'est simple. Qu'est-ce que C'est t'aimes agréable. quand tu dis j'aime faire manger ou t'aimes faire la pâtisserie, c'est quoi? Moi, encore une fois, ça revient de loin. Ça, hein. C'est parce que quand je faisais ça avec ma grand-mère, j'avais remarqué qu'en fait, ça permettait de réunir les gens. Et très vite, je me suis rendu compte que
Ah, c'est super. Là, c'est dimanche. Ma mère, elle va me déposer chez ma grand-mère. Je vais aller faire des gnocchis parce que c'était ça le dimanche à peu près. Et en fait, ça permettait à toute la famille de se retrouver. Et j'adorais ces moments-là. Et je me suis dit, alors du coup, ça au moins, c'est un moyen sûr. Si je dis aux gens que je vais leur faire à manger, ils vont venir. Et donc, c'était un moyen de voir les gens pour moi. Et tu retrouves ça? Tu réunis les gens? Ah, pas comme j'avais. Les gens se réunissent en tout cas, mais pas avec moi. Mais en tout cas, quand on a une réservation, si les gens viennent manger à 2, 3 couples ou voilà, ils se réunissent. Bien sûr. Voilà. Donc moi, j'aime. Peut-être que tu vas le retrouver plus sur tes cours de cuisine, peut-être. C'est possible. Ouais, où tu vas mettre des gens autour de toi et tu vas leur faire partager quelque chose avec toi, quoi. Il y aura une interaction que là j'ai pas parce que moi je travaille donc derrière et puis j'ai pas de contact avec les gens. Donc maintenant ça c'est un petit peu déformé, mais l'idée elle est toujours là. Et l'idée que grâce à ce qu'on propose, les gens peuvent venir passer un bon moment et se retrouver. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est quoi ton moteur? Ce qui te fait avancer, ce qui te fait te lever le matin, ce qui te fait travailler 14 heures par jour? Encore une fois, oui, des projets, des idées, et puis juste des idées, puis se donner les chances de les mener à bien, quoi. Tenter des choses, quoi. Voilà. Et ça, moi, c'est pas tout seul. Hein. C'est que maintenant, c'est indissociable de mon amitié avec Pierre. C'est-à-dire, moi, je veux pas faire des. Tu te verrais pas partir tout seul sur un projet aujourd'hui? J'aurais jamais fait ce qu'on a fait si j'avais été tout seul. Je sais pas trop compter, et c'est quand même un petit peu gênant quand on parle business. Pierre savait compter, donc on avait vraiment, nous on s'est retrouvés complémentaires. C'est un vrai beau projet à deux, une belle amitié ce restaurant. Écoute, je te remercie pour cette belle balade inspirante, je l'espère, pour tous ceux qui écoutent, qui soient déjà entrepreneurs ou ayant un projet d'ouverture d'un restaurant, que ce soit en France ou beaucoup plus loin comme vous. On indiquera bien entendu toutes les références du restaurant sur notre site. N'hésitez pas, quand vous venez à Oslo, allez voir Quentin, allez voir son restaurant et venez de notre part, vous serez super bien reçus. Et puis bientôt avec une nouvelle application sur notre site, embarquement immédiat -du6 podcast.com. Tous nos voyages et toutes nos rencontres et toutes les adresses de nos invités. On va retrouver tout ça bientôt. Alors Quentin, si on veut te contacter, si on veut te retrouver, comment on fait? Sur Insta, ils vont nous trouver sur l'Ardoise Bichelette. Ça va être ce qu'il faut écrire pour nous trouver sur Facebook et Instagram. Et puis sinon, en tapant restaurant l'Ardoise Oslo, on est forcément les seuls à s'appeler comme ça. Voilà. Même restaurant français, je pense que. Oui, restaurant français Oslo, on va apparaître. Donc ceux qui veulent bien sûr venir nous voir, ils sont les bienvenus. Bon, génial. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Au revoir. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, -du6 podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn.